canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Qui sait, peut-être qu'un jour, en Sang-soo va utiliser My Rifle, My Pony and Me dans une de ses chansons, dans un de ses films, et là, peut-être même qu'il m'invitera à jouer de la guitare. Oh là là, ça va pas là. Je suis un peu dans le un jour avec, un jour sans. Bon, aujourd'hui, on va parler du 17e film de Hong Sang-soo, cinéaste sud-coréen. On continue de revisiter cette filmographie. Un jour avec, un jour sans. Le film date de 2015. J'avais noté quelque part qu'il avait reçu un prix, c'est toujours important de le dire, ça quand même, c'était le Léopard d'Or au Festival international du film de Locarno, un festival important. Et puis le film dure 2h01. Voilà, il fait partie comme ça de cette première, peut-être, non, pas première partie, mais il fait partie de ces films, surtout dans la première partie de sa filmo, qui dure entre 1h40 et 2h, voire même parfois 2h24 avec Night and Day. C'est vrai que les derniers films dans Sang-soo sont très courts, mais très intense aussi. Ça n'empêche pas qu'il soit intense. Et pour en parler, vous le connaissez, hein, il a cofondé une chaîne YouTube qui s'appelle La Table en Formica avec Monsieur Sœur d'érable, et qui n'est pas là aujourd'hui. Et c'est Pierre, camarade, alias camarade Formica. Voilà. Et il est là pour parler de Un jour avec, un jour sans. Donc je suis très content de renouer le dialogue avec lui. Comment tu vas ? Ça va. On fait aller en contexte électoral quand on enregistre cette vidéo, mais bon, Ouais. je pense qu'on fait tous aller et ça fait du bien de parler de cinéma un petit peu, de prendre le temps. Oui, parce qu'il faut dire que nous sommes le 28 juin. Voilà, on enregistre le 28 juin à 2 Dans jours, 2 jours, le premier tour. oui, à 2 jours du premier tour. Voilà, donc il faut bien faire quelque chose. Voter Première question. populaire. Eh ben, ça a été dit. J'espère que ça sera. En tout cas, j'espère qu'on aura voté contre le Rassemblement national, enfin le Front National. Et voilà. Allez, on referme cette parenthèse. Enfin, on la referme pas, mais on la met de côté. On la met de côté. Exactement. Dis-moi, pourquoi tu as choisi ce film, si c'est pas moi qui te l'ai, qui t'ai imposé ce film, je crois pas. Non, c'est moi qui l'ai choisi. Et d'ailleurs, je crois que j'étais l'un des premiers à te répondre lorsque tu as lancé l'appel, parce que je savais que si je parlais de Hong Sang-soo, ce serait celui-là. Je pense que ce qui m'a pas mal marqué, c'est donc je sais pas combien de films de Hong Sang-soo j'ai vu, j'en ai vu un certain nombre, surtout j'ai vu tout ce qu'il a sorti déjà depuis 5 ans, ce qui est, je pense, déjà considérable. Et un peu de ce qu'il a fait avant, du coup, dans Un jour avec, un jour sans. Si je voulais en parler, c'est celui que j'ai découvert dans les conditions, disons, les plus atypiques, parce que je l'ai découvert lors d'un cycle au Forum des images, organisé sur le thème des mondes parallèles, un peu en général, et c'est un film qui était projeté le lendemain d'une conférence qui font ce que le forum fait tous les vendredis soirs pendant un certain nombre de mois de l'année, des cours de cinéma qu'ils appellent, qui sont des conférences. Il y en avait une qui était très particulière, très amusante, qui était donnée par l'universitaire et essayiste Pierre Bayard et avec l'autrice de bande dessinée Léa Muraviec, qui avait fait une sorte de BD talk où elle dessinait et lui il parlait, et à un moment, donc la conférence s'appelait Il existe des films parallèles, et ça mentionnait en fait tous ces films qu'on peut recomposer, qui ont presque des versions alternatives, que ce soit à travers des scènes coupées ou à travers qui sont revisités à travers différentes cuts, etc. Et comment est-ce qu'on pouvait construire des films parallèles qui existent chacun en fait, qui existent tous au-delà de la version principale que tout le monde connaît. Et à un moment, il était projeté le lendemain, présenté par Pierre Bayard, Un jour avec, un jour sans, qui est la mise en place de ce dispositif, qui sont 2 films parallèles mis bout à bout, le même film revisité 2 fois, presque comme si on avait fait, ça aurait presque pu être, peut-être que ça l'est d'ailleurs, d'une certaine manière, les mêmes scènes, mais avec des prises différentes qui seraient agencées pour faire 2 films différents, miroir l'un de l'autre, un jour avec et un jour sans. Et le dispositif, le contexte dans lequel je l'ai vu fait que le film m'a marqué, que je le retiens, parce que la conférence était super, et le film avec son dispositif me touche beaucoup dans la manière qu'il a joué sur
les différences entre les détails, l'impression de déjà vu, et on pourra peut-être en parler de l'impression qu'il laisse à la fin. Est-ce qu'elle est plutôt positive ou plutôt amère? Je pense que ça dépend de combien de fois on l'a vu. D'abord, le synopsis, et après, on commence. Un cinéaste se déplace en province pour participer à une conférence sur un de ses films, mais à la suite d'une erreur dans l'organisation, il a une journée d'avance et donc une journée à perdre. Il rencontre une jeune femme qui l'aborde. D'abord, elle s'agace, puis s'émerveille d'avoir affaire à une personnalité connue, même si elle n'a jamais vu ses films. Le premier récit nous montre une journée de drague à base de flatteries, de compliments, mais à l'efficacité battue en brèche par une amie de la jeune femme, amie qui n'a pas non plus vu les films du réalisateur, mais connaît à fond sa vie privée. La jeune femme rentre seule chez sa mère, inquiète, car prévenue de la fréquentation douteuse de sa fille. Le second récit, le réalisateur ne cache rien de sa vie à la jeune femme, tout en lui déclarant sa flamme, aidée par l'alcool. Il raccompagne la jeune femme jusque chez sa mère, mais sans se faire voir de celle-ci, également prévenue. Le lendemain, la jeune femme vient voir son film. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans n'importe quel dossier de presse ou Wikipédia ou je ne sais quoi d'Allociné. Là, comme ça, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette manière qu'il a alors oui, de découper en deux parties son récit, mais c'est beaucoup plus complexe qu'un simple découpage. C'est autre chose, je pense. Et d'ailleurs, on a l'impression, les deux parties sont loin, sont même pas deux films, sont même pas. On pourrait avoir l'impression au départ que ce sont deux films miroirs, mis en miroir. D'ailleurs, je l'ai dit, mais c'est pas exactement le cas. Tant on a presque l'impression que la deuxième partie est vraiment dans la continuité de la première, qui revit la journée. Et il y a des moments, il y a ce moment qui montre que c'est plus qu'un découpage. C'est donc il y a une longue scène dans un bar où les deux personnages boivent beaucoup et à la fin, donc on a le personnage du réalisateur qui va fumer une cigarette et donc la jeune femme vient le retrouver en lui disant qu'il faut qu'elle aille à la fête chez son ami et donc qu'il peut l'accompagner. Et puis elle va payer. Et pendant le deuxième récit, alors qu'il est complètement saoul, le personnage lui dit, le réalisateur dit, mais c'était à mon tour de payer. Sous-entendu qu'elle a déjà payé une première fois. Donc la deuxième partie a cette particularité que implicitement elle porte réellement, presque dans le subconscient des personnages et de la mise en scène, le souvenir de la première partie. C'est en permanence hanté par la première partie. Et en cela, ça pousse à. Et c'est en ça, quand on voit le film pour la première fois, quand j'ai vu le film pour la première fois, à la fin, la première partie est quand même plus positive. Enfin, tout se passe mieux parce qu'il est plus honnête. À la fin, les deux personnages se quittent sur une note beaucoup plus positive. Et donc, on a tendance à avoir un sentiment plus joyeux, comme si le film avait donné au personnage la possibilité de se racheter la deuxième fois. Et puis la deuxième fois quand on voit le film après, une seconde fois, je l'ai revu hier pour la deuxième fois, et le film laisse une note beaucoup plus amère, je trouve, parce qu'on a l'impression que si la deuxième fois ça se passe bien, c'est d'abord parce qu'il y a une conjonction des événements différentes, mais aussi essentiellement parce que le film a autorisé au personnage de se racheter, et que sans le dispositif, sans que le personnage ait pu revivre la même journée presque par magie, en portant dans son subconscient le souvenir de la journée précédente, la vérité, c'est que ça s'est mal passé. Et la deuxième partie pourrait presque être un rêve, et si ça s'était bien passé, mais quand on voit le film pour la deuxième fois, on se dit, mais au fond, ce type est avant tout un pauvre type, et ça s'est mal passé pour lui, et ça s'est mal passé pour cette jeune femme, la deuxième partie est moins tangible, fait moins passer la pilule la deuxième fois, et c'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué que simplement deux films mis en miroir l'un de l'autre, parce que la deuxième partie n'existe pas sans la première. Mais c'est ça qui est assez intéressant, c'est que on a déjà vu chez Hong Sang-soo des déflagrations comme ça, d'un seul coup, on est dans une séquence. On dit, tiens, elle est assez bizarre, cette séquence. Et en fait, on finit par comprendre que c'est un rêve. Ouais. Et puis, on revient dans le réel. Là, il me semble que c'est dans Conte de cinéma, c'est par exemple. Tu as Night and Day, tu as Les femmes de mes amis, c'est un mouvement.
c'est un mouvement, c'est un élément de mise en scène rythmé d'ailleurs qu'il utilise assez souvent. Là, sauf erreur de ma part, je pense pas qu'il y ait comme ça de rêves, mais paradoxalement, du début jusqu'à la fin, on a l'impression qu'il emprunte le ton, l'ambiance, le rythme d'une rêverie. C'est vrai qu'il y a de ça dans dans les déambulations du personnage, et puis oui, dans les échos, dans les rimes qui se font entre les deux parties, c'est vrai qu'on a le ton d'une rêverie. Ça paraît même pas totalement réel, ce début du film, quand les deux personnages se rencontrent dans le temple, où d'ailleurs, dans la deuxième partie, la jeune femme arrive alors qu'il est endormi, alors qu'il est en train de s'endormir sur le poteau, où ça pourrait très bien être une entrée dans un rêve. On pourrait presque se dire d'ailleurs que dans la deuxième partie, au fond, le lendemain, il n'est pas reparti chez lui, il revient sur le temple, il s'endort et il revit sa journée comme si elle s'était bien passée. Ouais, c'est assez étrange parce que c'est ça qui c'est beau avec lui parce que c'est comme s'il prenait à la lettre, tu sais, des phrases toutes faites, des expressions toutes faites, et que il prend ça et il va en faire un film. Un jour avec, un jour sans, c'est une expression assez particulière, et il va en faire un film. Et donc de partir de l'anodin, de l'anecdote, pour tisser un récit énormément complexe, avec toujours ces mêmes questionnements sur les harmonies amoureuses, sur la parole comme moteur aussi du désir, et toujours un personnage qu'il regarde non pas avec méfiance, mais qu'il taquine un petit peu, ou qu'il l'envoie comme ça au casse-pipe, qu'il le rattrape de temps en temps. Enfin, et j'ai l'impression qu'il y a deux parties, parce que dans la première partie, c'est un chant contre chant. Je montre un personnage qui a ses capacités, ses défauts, je les taquine un peu, mais je lui laisse quand même je lui laisse aussi une chance pour le spectateur, en adoptant une deuxième partie, donc un contre-champ. Tout à fait. Et en même temps, il y a quelque chose auquel j'ai pensé, parce que tu as mentionné le titre, Un jour avec, un jour sans, une expression anodine. Et ce titre, je trouve qu'il donne au film quelque chose qui va dans la direction de la rêverie aussi. C'est que quand on dit il y a un jour avec, un jour sans, on ne dit pas il y a un jour avec, un jour sans. Ça implique un cycle. C'est-à-dire que le film, on a la sensation qu'il pourrait se répéter en boucle, presque que. C'est pour ça d'ailleurs, c'est un film que je trouve intéressant de revoir plusieurs fois, parce qu'on a l'impression, quand on le revoit la deuxième fois, qu'on n'est pas en train de revivre le même jour avec et le même jour sans, mais de vivre le prochain jour avec, le prochain jour sans, qui appellera au prochain jour avec, qui appellera au prochain jour sans, qui est à la fois une routine qui fait pas du tout rêverie, qui fait très réel, très tangible, et en même temps, qui a le fait que ce soit toujours quand même les mêmes situations qui se répètent, qui donne l'impression d'irréalité, mais on remarque juste, en fait, la rêverie est moins la manière dont le film se construit matériellement que la manière dont, en effet, on l'expérimente, que le fait d'être plongé dans la même situation en boucle. On remarque pas les mêmes détails à chaque fois. D'ailleurs, entre les deux parties, ça se voit aussi avec les angles de caméra qui sont pas tout à fait les mêmes, mais quand on a le même angle de caméra, quand on a le même plan, on remarque jamais les mêmes choses dedans. On regarde pas au même endroit, et donc finalement, on vit pas le même film entre les deux parties, quand bien même elles auraient été identiques d'ailleurs. Prends le personnage féminin, Lee Ji-young. Dans ce film, qu'est-ce qu'elle pourrait représenter dans la construction du scénario? J'ai l'impression qu'elle est un peu. Enfin, selon toi, qu'est-ce qu'elle apporterait? Qu'est-ce qu'elle apporte plutôt? D'une part, elle permet de lancer, de creuser, déjà de montrer que ce réalisateur. Vraiment, elle va révéler les deux facettes de ce réalisateur. C'est un objet de désir. En ça, elle est élément perturbateur. Et en tant qu'objet de désir, elle va être regardée En fait, c'est une personne qui n'appelle qu'à être regardée de plusieurs manières différentes. En fait, un jour avec, un jour sans, on voit que ça relève beaucoup. Qu'est-ce qui est avec, qu'est-ce qui est sans? Ça revient en bonne partie de comment est-ce que cette jeune femme qui apparaît va être traitée par le personnage. Comment est-ce que
c'est ça en fait, c'est un film qui pose une question qui est très concrète, c'est quand tu vois quelqu'un, cette personne te plaît un peu dans la rue, sur un banc, tu as envie de l'aborder, quelles sont les différentes manières, comment est-ce que tu vas traiter la personne qui est en face de toi, et est-ce que ta journée va être avec ou être sans, en fonction de comment tu vas traiter cette personne. Et c'est une question que pose le film, c'est comment est-ce qu'il va la traiter, cette jeune fille, est-ce qu'il va se comporter comme le premier des connards, enfin c'est plus compliqué, mais c'est un peu le cas dans la première, disons dans la première variation du film, je pense. Il se comporte un peu comme d'ailleurs, il y a beaucoup d'humour dans la première partie quand on se rend compte que il donne le même, quand il parle de ses toiles, il donne le même speech apparemment à tout le monde, et de même que quand il parle de lui, il est en permanence, il redonne les mêmes formules pré-mâchées en permanence. On apprend que c'est un coureur de jupons, que c'est juste un pauvre type dans la première partie. Et puis dans la deuxième, on voit que c'est toujours un pauvre type. Mais c'est un pauvre type qui, d'un seul coup, la regarde et se dit, je suis un pauvre type, mais cette fois-ci, peut-être que pour elle, je vais, pour une fois, me comporter autrement que comme un pauvre type. Et donc, finalement, le personnage de Hee-jung, c'est le point qui va permettre la bifurcation, c'est le point du choix. Et et quand je dis ça, ça pourrait sembler être un peu un personnage fonction, ce que j'ai pas envie de. Enfin, pour moi, un personnage est rarement une fonction dans un récit, sinon c'est pas un personnage. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est aussi au fond, de voir comment elle va réagir à ce type. C'est un jeu de champ contre champ. Il y a beaucoup c'est typiquement un champ contre champ. C'est au début, on se concentre beaucoup sur le personnage du réalisateur parce que ça a l'air d'être le personnage principal. Et puis, il y a ces moments, l'un des plus beaux moments du film, c'est dans la première partie, quand on a à droite les deux hommes, à droite deux femmes autour de la table, et il y a le personnage de Hee-jung qui est au milieu. Et c'est quelque chose qui va se passer plusieurs fois pendant le film. C'est un jeu sur droite-gauche. Il y a la droite et on va avoir deux choix qui s'opposent, un choix à droite, un choix à gauche. Mais à la fin, il va toujours y avoir un mouvement de caméra de Hong Sang-soo qui va venir en avant, vers la profondeur de champ, emprunter la troisième voie qui est d'emprunter la possibilité à laquelle on n'avait pas pensé, d'aller dans la profondeur et pas ni à droite ni à gauche, mais dans la profondeur. Et donc finalement, et la profondeur dans cette scène-là, ça va être d'aller voir sur le visage de Hee-jung, de le voir se décomposer, en fait, de voir qu'elle se rend compte de tout ce qui se passe et de la voir sortir de scène, après sortir de table. Et donc, au fond, c'est un personnage qui peut sembler comme une fonction au premier abord, parce qu'elle lance le dispositif narratif, elle le lance vraiment, elle en est la clé de voûte. Et puis, au final, elle est plus juste prise dans ce dispositif narratif, mais c'est presque comme si, à ce moment où il y a cet échange de ping-pong, elle a la liberté de dire, je sors de table, je sors de ce dispositif presque. C'est un geste que j'aime beaucoup de la part de Hong Sang-soo, de laisser le personnage s'éclipser du dispositif. J'aime bien quand tu parles de variation aussi. Est-ce que selon toi, là, tu as parlé d'un dispositif assez intéressant, mais est-ce que selon toi, dans les deux variations que tu proposes en Sang-soo, est-ce que la mise en scène est différente? Est-ce qu'il se permet aussi d'expérimenter, non pas d'un point de vue narratif, mais une expérimentation visuelle? Oui, en partie, il y a la question étant que ça se joue énormément sur les détails. Au fond, il y a une image que j'aime bien qui revient deux fois au début et à la fin de la première partie, c'est l'arbre qui va filmer. Il filme un arbre, et il fait un panneau sur l'arbre, et à chaque fois l'arbre, les deux arbres qui filment ont la même configuration. Il y a deux grandes branches, et puis il y a toutes les petites branches qui se mélangent. Et il y a un peu de ça. C'est ça la structure du film, c'est qu'on va avoir deux grandes branches, deux grandes lignes qui vont être suivies. Mais ce qui change vraiment, c'est pas les grandes lignes, c'est tous les détails qu'on va remarquer. Et par exemple, il y a quelque chose, la temporalité est très différente dans les deux parties. Et en particulier, il y a un plan qui me frappe toujours, qui m'a frappé la première fois que je l'ai vu, la deuxième fois que je l'ai vu, c'est
que quand on va voir donc quand on arrive à la fête, enfin à la soirée chez l'ami de Hee-jung, la première fois on est directement dans le café autour de la table et donc il y a 2 hommes, 2 femmes et Hee-jung. Et dans la deuxième partie, en fait, on n'est pas directement dedans, on attrape un homme qui cette fois-ci n'est pas dans le café mais qui est en train de fumer. Et on reste un certain temps avec ce type en train de fumer en dehors de la soirée. Et finalement, ça revient avec cette idée des petites branches qui s'éloignent des 2 grandes trames principales, qui est et ça rejoint un peu ce que je disais sur le fait d'emprunter la 3e voie, c'est que au fond, il va générer, je trouve, dans la deuxième partie, un certain nombre d'images anodines de personnages qui sont seuls, donc qui sortent de la dichotomie Hee-jung et le réalisateur qui s'appelle Ham, je crois. Je suis plus sûr de son nom, enfin, entre le réalisateur et Hee-jung. H-A-M, oui. Et on a cette dichotomie, on a ce jeu de ping-pong entre les deux, il emprunte la 3e voie, et puis il va générer des images qui sont très étonnantes, parce que si on s'en souvient, c'est parce que d'un coup, elles font un écart, elles se tiennent toutes seules. Et je trouve que, en tout cas, à travers ce personnage qui fume, on n'a pas réellement d'équivalent dans la première partie. Dans la première partie, la seule image que je considère un peu autonome, parce qu'il y a un seul personnage vraiment dedans, c'est au début, quand il voit son assistante par la fenêtre et qu'on la voit attendre, plan qui n'est pas dans la deuxième partie, mais encore une fois, il y a son regard, on est toujours dans un jeu de champ contre champ, et la deuxième partie, c'est la seule partie où on se permet d'avoir juste un champ sans le contre-champ et de se demander qu'est-ce qui se passe si on pouvait avoir un écart, si on pouvait sortir des 2 grandes branches principales. Il y a beaucoup plus d'échappatoire, je trouve. Il ouvre les portes avec les travelling avant, typiquement. Il ouvre la porte de l'échappatoire dans la première partie et il commence à l'emprunter dans la deuxième. Et si 3e partie il y avait, on aurait pu imaginer une 3e partie qui suive entièrement ce type, qui se dégage complètement de la binarité que le film sous-entend dans son dispositif. Mais la 3e partie, ce ne serait pas tout simplement ce que nous allons imaginer? Si je me souviens bien, parlons de la fin. Tu disais, on ne sait pas trop si elle est optimiste ou pessimiste, mais il y a quand même. Mais elle a été voir le film. Oui, elle a été voir. Je parlais moins de la fin. La fin est plutôt optimiste. L'impression que l'arrière-goût que laisse le film, quand on en ressort, et je trouve beaucoup. Je trouve qu'il est évidemment optimiste la première fois qu'on le voit. La deuxième fois, puisqu'on est reparti dans la boucle, qu'on a remis une pièce dans la machine et que finalement on a vu une 3e partie, une 4e partie, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est beaucoup moins évident de savoir est-ce que c'est optimiste, est-ce que c'est pas optimiste, parce que c'est comme. Et puis ça, c'est le cas un peu généralement dans tous les films de Hong Sang-soo, c'est que finalement, les personnages se livrent, on prend tellement de temps avec les plans fixes à voir les personnages, à voir leurs petites mimiques, leurs petits défauts aussi, que finalement, quand on remet une pièce dans la machine, qu'on revoit le film, c'est comme côtoyer les mêmes personnages pendant un peu plus longtemps dans leur quotidien. Et quand on fréquente quelqu'un au quotidien un peu plus longtemps, ce qu'on a tendance à voir, c'est à lui trouver toujours un peu plus de petits défauts et toujours un peu plus de petites qualités, mais ce qui ressort des fois, c'est j'avais pas vu ces défauts chez lui. Quand ça commence à s'éterniser, c'est comme au final, c'est ça, la première fois qu'on voit Un jour avec, un jour sans, on voit une rencontre, le début d'une histoire d'amour. Quand on voit Un jour avec, un jour sans pour la 2e fois, on voit une rencontre, mais en fait, ce qu'on voit, c'est un vieux couple qu'on a déjà connu et on commence à voir les défauts de chacun et chacune et presque on pourrait se dire, si ça avait continué, elle aurait remarqué ça, lui il aurait remarqué ça, peut-être que ça serait parti autrement, parce que nous on a remarqué autre chose. Et on peut imaginer la suite de la relation, parce que moi j'ai appris à connaître ce type, j'ai appris à connaître cette fille, et je me dis, si ils avaient eu l'occasion de revivre la journée suivante, ou de revivre la même journée une 3e, une 4e fois, ils auraient remarqué des choses qui auraient encore fait bifurquer, parce que
simplement parce qu'ils auraient découvert l'autre d'une autre manière. D'ailleurs, l'idée de la découverte est mentionnée un certain nombre de fois dans le film, parce qu'il sort le même. C'est le réalisateur qui, dans la première partie, sort le même speech en boucle qui est tu sais pas où tu vas, donc tu te laisses l'occasion de découvrir des choses au fur et à mesure que tu avances. Ce qui, dans sa bouche, est une formule toute faite, très ironique et très drôle, parce qu'en fait, quand il la répète en boucle, il sait exactement où il va. Il sait qu'il va la répéter à chaque fois, donc elle perd complètement de son sens, mais qui, au final, représente bien mieux son attitude dans la deuxième partie, où il sait un peu plus où il va, où il assume où il va, où au final, il apprend réellement à la connaître. Il y a un très beau texte de Guillaume Richard chez nos amis Le Rayon Vert, où à un moment il s'interroge, il questionne le titre. Et je reprends donc ce questionnement avec. Alors, je ne lui ai pas demandé son autorisation, mais on se connaît, donc d'ailleurs, je mettrai dans le descriptif le lien qui renvoie à l'article. En fait, pour toi, ce serait quoi le jour avec et le jour sans? C'est encore une fois, ça dépend toujours de combien de fois on a vu le film. La première fois, c'est sûr que le jour avec, c'est le deuxième, et que le jour sans, c'est le premier. Après, c'est un peu plus compliqué. Et puis, c'est vrai, c'est plus compliqué. Ça m'intéresse de savoir ce que tu reprennes. Il te dit que le jour sans du titre, par exemple, ce serait quelque chose de plus mélancolique, moins alchimique. Ouais. Mais alors, c'est vrai. Questionnons autrement. Comment dire, indirectement, ça intègre drastiquement le spectateur ou la spectatrice dans le processus de création, là, pour le coup. Tout à fait. Parce que, au fond, le jour avec et le jour sans, ça dépend beaucoup de ce qu'on aura vu dans le film, bien plus que de la manière dont le film nous aura guidés. Et en effet, mais je le rejoindrai plutôt dans le fait que le jour avec, c'est le jour, on a l'impression que c'est le jour où il y a eu une rencontre, et que le jour sans, c'est le jour où il n'y a pas eu de rencontre, en fait. La rencontre s'est pas faite. Parce qu'il suffit pas de se voir et de discuter pendant une journée pour s'être vraiment rencontré. Il faut avoir eu le désir de rencontrer l'autre, le désir de le connaître, et pas juste de l'amener dans son lit. Au fond, dans la deuxième partie, donc la deuxième variation, plutôt que partie, dans la deuxième variation, on pourrait dire que le jour est avec, parce qu'il passe la journée avec elle. Dans la première partie, il passe la journée avec lui-même en se demandant comment est-ce qu'il va faire pour la ramener. Mais au fond, on a l'impression que la journée, il la passe majoritairement dans sa propre tête à élaborer la meilleure stratégie pour finir la nuit avec elle. Alors que dans la deuxième partie, il sait très bien qu'il couchera pas avec elle. D'ailleurs, il lui dit, je suis marié, je peux pas me marier avec toi, malheureusement. Il sait très bien que ça va se finir à la fin de la journée, donc il la passe vraiment avec elle. Et donc, elle peut passer la journée avec lui. On voit que il y a cette scène, pareil, où on apprend où elle vit. Elle lui montre où est-ce qu'elle vit dans la ville, dans la deuxième partie. Donc, il sait où elle habite. Ils savent beaucoup plus. On n'apprend rien sur les deux personnages dans la première partie, parce qu'ils apprennent rien l'un sur l'autre. C'est juste une espèce de jeu de séduction stérile, alors que dans la deuxième partie, ils passent vraiment du temps l'un avec l'autre, ils connaissent des choses sur l'autre, et peut-être qu'à la fin, il a un peu compris comment est-ce qu'elle se sentait, et elle a un peu compris comment est-ce qu'il se sentait, ce qui est déjà suffisant pour faire un jour avec. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas une très grande aventure, c'est au fond, le jour sans n'est pas une catastrophe, c'est juste un jour dont il va perdre le souvenir, le jour avec, parce qu'elle aura été mauvaise. La journée, le jour avec, c'est un jour dont il gardera le souvenir. C'est un jour aussi qui va rester avec lui. Et qui va rester avec elle, parce qu'elle aura vu ses films et elle retournera les voir. On a l'impression que dans la construction du scénario, c'est comme si on Sang-soo, là je suis putain, d'accord. C'est comme s'il n'y a rien de factuel. C'est comme si on Sang-soo était en train d'écrire deux. Tu vois, c'est un peu comme
quand les Beatles composaient leurs chansons, parfois tu avais des chansons qui finalement étaient la résultante de d'autres extraits, chansons qui avaient été écrites à droite à gauche. Ils prenaient comme ça un truc, ils le mettaient là, ils en faisaient ça et ça faisait une chanson. Et c'est très souvent, c'était comme ça souvent chez les Beatles. J'ai l'impression que c'était un peu comme ça chez Aung San Suu, c'est-à-dire que il avait un début de film ou une fin de film d'un autre. Deux histoires, et puis il s'est dit, tiens, pourquoi ne pas les. Et j'ai l'impression, voilà, c'est une espèce de collage comme ça, essai collage qui donne finalement quelque chose de très beau et de très délicat, dû à un hasard que seul le cinéma, en l'occurrence, peut générer. Je te rejoins plutôt là-dessus. D'ailleurs, je me permets de le dire ici parce que je ne saurais jamais quand le dire. Je trouve ça extrêmement dommage que Conte du hasard soit le titre d'un film de Hamaguchi et que Aung San Suu ne l'ait pas pris en premier, parce que ça aurait été très bien à propos avec son cinéma. Et quand je pense à Conte du hasard et autres fantaisies, j'arrive jamais à me dire que c'est pas un film d'Aung San Suu, que c'est un film de Ryusuke Hamaguchi, parce que le titre évoque beaucoup trop ce que fait Aung San Suu. Et oui, un jour avec, un jour sans, il y a de ça. C'est un peu comme si il y a un peu. Souvent, les films, quand ils sont pas cinéastes, souvent les personnages principaux de Aung San Suu sont des poètes. Et on a l'impression que que ce qu'aurait fait Aung San Suu, pour reprendre ce que tu avais dit sous un autre jour, et qui va prolonger très bien l'analogie des Beatles, c'est qu'il aurait composé quelques petits poèmes très ponctuels, très courts, et que ce film, c'était l'occasion de les mettre bout à bout et peut-être de les mettre. C'est presque en fait, il a presque pris deux recueils de poèmes différents sur des tonalités différentes. Un jour avec, ça pourrait être un recueil de petits poèmes, un jour sans, un autre recueil de petits poèmes qui auraient chacun été associés dans une suite par inadvertance logique et qui se serait finalement par un mécanisme de rime accordés ou opposés correctement les unes avec les autres. Et ça donnerait un film vraiment étonnant et jamais ennuyeux. Et alors, je rappelle quand même, Un jour avec, un jour sans est disponible en DVD ou sur n'importe quelle plateforme VOD. Vu que tu as vu pas mal, ce sera peut-être certainement la dernière question, vu que tu as vu pas mal de Aung San Suu, j'aimerais savoir, toi, celui-ci, dans sa filmographie, qu'est-ce que ça représente? Ce que ça représente, c'est que... Alors, c'est peut-être... Ce que ça représente, c'est que c'est le... J'aime beaucoup Aung San Suu, et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est en partie le fait qu'il sort beaucoup de films, et donc que c'est un peu une sorte d'arrière-plan qui t'accompagne dans ta cinéphilie. Tu sais que chaque année, tu auras un ou deux Aung San Suu à aller voir, mais... Donc, en ça, c'est un cinéaste qui compte pour moi, parce que Aung San Suu, c'est un rendez-vous, en fait. C'est un rendez-vous, 2 fois dans l'année, je vais voir le Aung San Suu, mais par contre, c'est des films que j'ai tendance à ne pas nécessairement garder avec moi. Il m'accompagne pas, finalement. Il me donne envie d'aller rencontrer le suivant, mais finalement, c'est comme des passagers que tu croises, c'est comme des passants que tu croises dans la rue avec qui tu aurais une petite discussion. Ça te donne un jour avec. Et puis, tu avances ton chemin. Et puis, un jour avec, un jour sans, je pense que c'est le seul Aung San Suu que je garde avec moi, que je continue d'emporter avec moi, avec certains souvenirs de Hotel by the River, qui est le premier que j'avais vu. En partie dans Hotel by the River, la scène où on a du coup Kim Min-hee qui est dans son lit en train de dormir, ou d'essayer de dormir, et on a l'impression, quand on voit, je regarde tout le temps, je pense que la meilleure manière de regarder Aung San Suu, c'est pas dans une salle de cinéma, c'est blotti avec son oreiller dans son lit, pour être dans cet état justement de rêverie, parce que j'ai tendance à être devant des Aung San Suu dans un état un peu de demi-sommeil, tu vois. Cet état de somnolence où tu sens que tu vas t'endormir, mais tu sens que tu pourrais t'endormir, mais t'es pas suffisamment fatigué, tu t'endormiras pas, et t'es plus enclin à la rêverie déjà. Et un jour avec, un jour sans, c'est peut-être parce qu'il a ce côté, parce que la formule du titre implique un écho, implique une suite, implique une ritournelle. Il continue de m'accompagner, je repense régulièrement. En fait, j'y repense régulièrement à ces deux personnages, et à la suite des jours avec et à la suite des jours sans, qui seront toujours semblables les uns aux autres, mais qui n'auront jamais tout à fait la même texture. Et c'est ça pour moi, c'est le seul Aung San Suu qui vraiment
persiste dans le temps et est plus qu'une belle rencontre éphémère pour moi. Ce qui ne lui donne pas nécessairement une valeur supérieure aux autres, parce que des fois, finalement, on préfère une rencontre éphémère à simplement à quelque chose qui nous accompagne, mais il a cette singularité de durer. Un jour avec, un jour sans, 17e film de Hong Sang-soo qui date de 2015. Film disponible un peu partout. Et pour en parler, c'était Pierre du podcast et chaîne YouTube La Table en Formica. Merci beaucoup Et à toi. maintenant, je me permets de préciser, puisque c'est à propos, et maintenant rédacteur occasionnel sur la revue littéraire quand je parle à l'écrit. En tout cas, merci à toi d'avoir fait l'effort, d'être venu pour nous parler de ce film qui te tient à cœur. Merci beaucoup, Pierre, et à très vite. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, et à très vite, très très vite. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.